Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République reçoit des populations du Béret. Il s'agit particulièrement des cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Konaïri. Ils traduisent leur gratitude au président Ouattara pour toute leur reconnaissance pour ses actions de développement à Konaïri et surtout apporter leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Mise en route de 5 enfants malades du cœur. Ils vont recevoir gratuitement des soins dans le meilleur centre de cardiologie en Israël. Ces enfants sont pris en charge par le groupe Mitreli, une société israélienne exerçant en Côte d'Ivoire, et la fondation humanitaire Ménomandine d'Israël. Ces enfants quittent demain la Côte d'Ivoire pour Israël, accompagnés de leur mère. La commission électorale indépendante continue de dérouler le calendrier de la présidentielle. La CEI est prête techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, affirme son président. Ibrahim Kouibia Koulibaly rassure la communauté nationale et internationale. La CEI veut aussi faciliter la compréhension des textes. Un dossier à suivre dans ce journal, les femmes dans le secteur de la pêche confrontées à des difficultés en raison de la Covid-19. La pandémie a plombé les activités de celles de Grand Laou. Elles sont dans l'espoir d'une fin rapide de la crise sanitaire. Des cadres, chefs traditionnels et guides religieux du département de Konaïri à la rencontre du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La délégation conduite par le président de la région du Béret, le ministre Moussa Dousso, est venue traduire au président Alassane Ouattara toute leur reconnaissance pour les actions de développement de Konaïri et surtout apporter leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle d'octobre 2020. Le président de la République appelle à maintenir la paix. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu organiser cette rencontre aujourd'hui. Le ministre Moussa Dosso, effectivement, m'avait indiqué votre souhait de me rencontrer, si possible avant l'élection présidentielle. Et bien évidemment, comme vous l'avez signalé vous-même, j'avais un programme qui était établi depuis de nombreux mois avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et c'est ce programme que nous avons exécuté jusqu'à dimanche dernier. C'est ce qui a fait que nous n'avions pas pu vous recevoir auparavant, mais je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci d'être venu. Nous sommes dans une situation de paix en Côte d'Ivoire. Et moi, j'en suis heureux. Le pays est en paix. Mais quelquefois, quand on écoute certains qui diffusent de fausses nouvelles sur les radios internationales, on a le sentiment qu'il y a des problèmes entre les Ivoiriens, ce qui n'est pas du tout vrai. Et Konaïri est un exemple de vivre ensemble et vraiment de la confiance entre les différentes composantes de la société. Donc je voudrais vous féliciter, honorable chef. Je voudrais vous féliciter et vous dire c'est ce que nous souhaitons maintenir. Ce qui m'importe, c'est vraiment la paix et la stabilité de notre pays. C'est la paix et la paix. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je vous demande de continuer de tout faire pour que la Côte d'Ivoire continue en paix. La paix pour les citoyens, la sécurité nationale, régionale, n'est pas seulement l'affaire du président de la République. C'est l'affaire de chacun d'entre vous. Et je voudrais compter sur vous pour que nous continuions de maintenir ce climat de paix qui est indispensable pour le développement. Nous allons, dans moins de 3 semaines, si je ne me trompe, aller aux élections présidentielles, le samedi 31 octobre et 2020. Et je suis très heureux et vraiment très ému du soutien que vous venez de m'accorder, la confiance que vous me faites et la demande de faire un nouveau mandat. Donc j'accepte votre appel et je peux vous dire que ces élections vont bien se passer, comme vous l'avez dit vous-même. Elles se passeront dans la paix, parce que la majorité des Ivoiriens, nous voulons la paix.
Nous avons vu ce que les élections de 2010 ont apporté malheureusement à notre pays. Et aucun Ivoirien ne veut le renouvellement de cette situation. Et d'ailleurs, beaucoup oublient qu'après 2010, nous avons eu des élections présidentielles en 2015. Et en 2015, tout s'est bien passé. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, les choses ne se passent pas bien. Je suis confiant qu'en 2020, les élections vont très bien se passer. Le président de la République face à la région du Béret ce mardi, notamment des populations du département de Konaïri. Le cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a abrité ce mardi après-midi la cérémonie de mise en route de 5 enfants malades du cœur. Ils vont recevoir gratuitement des soins dans le meilleur centre de cardiologie en Israël. Ces enfants sont pris en charge par le groupe Mitrelim, une société israélienne exerçant en Côte d'Ivoire, et la Fondation humanitaire Ménomandine d'Israël. Ces enfants quittent demain la Côte d'Ivoire pour Israël, accompagnés de leur mère. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a reçu en audience ce mardi Arthur Cissé Gueux. L'athlète est venu lui présenter son trophée remporté au meeting d'Ostrava en République tchèque aux 150 mètres en 15 secondes 15. Le sprinter ivoirien de 22 ans a décroché l'or au Bayer Classique de Leverkusen en Allemagne le 24 juillet dernier en s'imposant avec un chrono de 9,93 aux 100 mètres devant la légende jamaïcaine Asafa Powell. Le chef du gouvernement l'a encouragé à continuer de glaner les lauriers dans la perspective des Jeux olympiques de Tokyo au Japon en 2021. Séance plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés étaient réunis pour examiner 10 projets de loi, au nombre desquels la loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre des rois et chefs traditionnels. La séance plénière, présidée par le président de l'Assemblée nationale et en présence de Sa Majesté Nana Amontanoé Désiré, le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Moussa Konaté. La plénière de ce jour a enregistré la présence de Sa Majesté Nana Amontanoé Désiré. Il a assisté à l'examen du projet de loi organique portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Projet adopté à l'unanimité par les députés présents. Mettre dans la légalité les rois et chefs traditionnels était vraiment un vœu pieux pour le président de la République. Et voir que ça a été adopté ce matin, c'est vraiment une fierté pour nous, les députés. Et aussi dire merci au président de la République qui a compris que les chefs et rois sont le premier maillon de notre administration. C'est ce qui peut favoriser la paix dans nos contrées, dans tous nos villages. Les députés ont aussi examiné et adopté d'autres textes qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'appareil judiciaire ivoirien. Aujourd'hui, dans le pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire, vous avez 4 juridictions suprêmes. Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, s'est réjoui de l'ambiance qui a prévalu lors des travaux. Il s'est également félicité de l'adoption du projet de loi qui donne un statut officiel aux autorités traditionnelles. Avec ce vote, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels devient une réalité. Je voudrais, chers collègues, vous en féliciter chaleureusement et me tourner vers les rois et chefs traditionnels pour leur dire que l'Assemblée nationale et ses députés se tiennent à leur côté pour faire de cette institution un organe à l'œuvre pour la cohésion nationale et pour la promotion des valeurs portées par nos us et coutumes. Au total, 10 projets de loi étaient soumis à examen à cette séance plénière. Ils ont tous été adoptés par les députés. On regarde aussi le calendrier électoral. La CEI s'assure de la transparence et de la crédibilité du scrutin du 31 octobre 2020. Ce mardi, l'organe en charge des élections a été devant la communauté nationale et internationale pour expliquer le mode opératoire de chacune de ces opérations. Au cours de l'atelier, la commission a présenté l'ensemble des dispositifs mis en place pour le bon déroulement du scrutin. Sidonie Davila. Les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes le 31 octobre prochain. La CEI, comme cela s'est fait à chacune des étapes,
informe, forme et sensibilise les acteurs. Cas pratique avec le mode opératoire, depuis l'expression du suffrage de l'électeur dans l'isoloir jusqu'à la proclamation des résultats. Tout notre engagement, toute notre énergie, tous nos efforts visent un seul objectif, montrer notre bonne foi et rendre le processus clair, transparent, gage de sa crédibilité. Je voudrais vous dire que la commission électorale indépendante est prête techniquement pour organiser le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La sécurisation des procès-verbaux, il en a été question au cours de cet atelier. La CEI apporte des précisions. Mais il est bon, à l'occasion de notre formation de ces agents, de leur dire comment ils devraient transporter ces PV jusqu'à la commission locale, sous bien entendu la supervision des agents des forces de l'ordre. C'est le président et puis un membre du bureau de vote, avec tout le matériel, qui le convoie sous la sécurité des agents des forces de l'ordre. Ils n'ont pas vocation à les prendre physiquement. Des informations rassurantes pour les partenaires, en particulier le PNUD, associé à cette rencontre d'échange. À l'approche du jour J, nous sommes à 18 jours du 31 octobre, où les Ivoiriennes et les Ivoiriens se préparent à se rendre aux urnes. Nous espérons et souhaitons vivement que les efforts consentis par les uns et les autres aboutissent à une élection apaisée, démocratique, conforme aux règles établies et aux standards internationaux. La CEI, plus que jamais déterminée à jouer la carte de la transparence à toutes les étapes du processus, à la grande satisfaction des parties prenantes. Depuis les années 2010-2015, c'est pratiquement donc le même mode opératoire, seulement que cette année, il y a une amélioration à un certain niveau. Et je pense que ces améliorations-là également, nous les avions déjà incorporées nous-mêmes au cours de nos formations. Nous remercions la CEI pour cette initiative. Dans un processus, le mode opératoire peut être le meilleur, mais ce sont les acteurs qui vont porter le processus qui généralement pose problème. Nous invitons donc la CEI à désigner des acteurs, surtout pour le personnel des bureaux de vote, de telle sorte que ces personnes-là puissent travailler dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cet atelier reste pour la CEI, entre autres, montrer la transparence dans la gestion du processus électoral et permettre aux participants de se familiariser avec le mode opératoire. On reste avec Sidonie Davila qui annonce que la distribution des nouvelles cartes d'électeurs débute demain mercredi dans tous les centres. L'opération prend fin ce 20 octobre. C'est ce qu'a annoncé le président de la CEI, Ibrahim Kubiar Koulibaly. Chaque électeur est appelé à retirer sa carte pour le vote le 31 octobre 2020. La CEI va franchir une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de demain, mercredi 14 octobre, jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale, sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrit, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, dans les lieux de vote. Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas. Votre carte, vous trouvez là-bas. Où vous trouverez votre carte là-bas. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué. Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là,
pour récupérer votre carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. Les médias sont aussi en première ligne dans le processus électoral. Le ministre de la Communication a rencontré les acteurs du paysage audiovisuel ivoirien. Sidi Timoko Touré fait le point de l'état d'avancement de la télévision numérique terrestre. Les opérateurs souhaitent un déploiement plus rapide de la TMT. Des détails avec Jean-Marc Diadji. Opérateurs de télévision payante, structures régulatrices et éditrices de médias, tous réunis autour du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré. Objectif, échanger sur le processus de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, les droits de diffusion, le partage de la redevance, le piratage et la sensibilisation des populations sur cette technologie de diffusion. Les responsables de médias audiovisuels ont fait des observations et félicité le gouvernement pour les efforts fournis. Il est important que nous puissions mettre en place un outil de mesure d'audience et aussi que nous puissions voir un peu les tarifs de diffusion. Son responsable invite les acteurs du paysage audiovisuel à se conformer aux règles relatives aux droits de diffusion. Son responsable invite les acteurs du paysage audiovisuel à se conformer aux règles relatives aux droits de diffusion. Pour la survie même de la TNT, pour la survie de la société ivoirienne de télédiffusion, il faut que ces opérateurs, c'est-à-dire les éditeurs, s'acquittent vraiment des droits de diffusion. C'est très important. Le ministre Sidi Timoko Touré réitère les actions du gouvernement dans ce domaine et se dit satisfait de la rencontre avec les opérateurs. Les opérateurs ont compris les différents enjeux de paiement des redevances tels qu'ils doivent le faire, enjeux d'étalement si c'est nécessaire, mais surtout enjeux de disponibilité. Il est important que les Ivoiriens comprennent que très bientôt, le signal analogique va être éteint. C'est-à-dire la façon dont on recevait le signal par le passé ne sera plus le cas à partir du mois de mars 2021. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre, TNT en Côte d'Ivoire, a eu lieu le 8 février 2019 à Abidjan. L'État de Côte d'Ivoire envisage accroître le taux de couverture de la TNT de 90%. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens de l'étranger. Ils peuvent épargner et investir dans plusieurs secteurs d'activité avec plus de sérénité en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Économie et des Finances a lancé ce mardi au plateau un produit qui leur est dédié. Il s'agit de la CDC Épargne Diaspora. C'est un outil de promotion de l'investissement conçu par la Caisse des dépôts et consignations. On en parle avec Francis Boifo. Ils sont 1 240 000 les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Très loin de la patrie, beaucoup tentent tout de même d'y investir. Que de difficultés. Le premier problème concerne l'accès au logement. Deuxième problème concerne aussi les assurances complémentaires. Et le troisième problème concerne la sécurité de notre épargne et de nos investissements. Avec le lancement de CDC Épargne Diaspora par le ministre de l'Économie et des Finances, fini les incertitudes. Ce produit de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a été mis en ligne ce mardi à travers le site www.cdc.ci. Il présente d'énormes avantages pour la diaspora. Notamment la sécurité des transactions qui leur permet d'épargner et d'investir en toute sécurité en Côte d'Ivoire et de faciliter ainsi leur retour au pays. La mobilisation de l'épargne de la diaspora est donc un impératif. En effet, il faut noter qu'elle transfère cette diaspora en moyenne en Côte d'Ivoire un peu plus de 200 milliards de francs CFA, soit environ 1% du PIB. La mise en place de ce projet devait permettre de drainer une épargne sûre, exploitable, dans le cadre du bien développement socio-économique de notre pays. Avec CDC Épargne, plus besoin de se déplacer pour réaliser ces projets immobiliers. C'est une manière sûre pour financer eux-mêmes leur logement. Et je pense que nous, en tant que partie prenante,
Nous sommes heureux et nous encourageons la CDC Côte d'Ivoire. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, CDC Épargne va permettre aux Ivoiriens vivant à l'étranger de se constituer un patrimoine financier sécurisé. Je voudrais inviter nos frères et sœurs vivant à l'étranger à y adhérer en vue non seulement de sécuriser leur épargne dans la perspective d'un retour serein au pays, mais surtout pour participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Je puis déjà affirmer que le gouvernement continuera, sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui en fait une priorité, à créer les conditions d'une prise en charge optimale des besoins de la diaspora. Pour réussir cette opération, la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire a signé plusieurs partenariats avec des banques et des structures d'assurance. Le gouvernement veut aussi une meilleure conservation et la sauvegarde des données émanant des services financiers. Pour le faire, un data center verra le jour. Avant la fin de cette année, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, vient de procéder à Yamoussoukro à la pose de la première pierre de ce centre. Kader Sogodougou. Les données financières émanant des directions générales des douanes, des impôts, du portefeuille de l'État et du budget et des finances trouveront bientôt une meilleure sécurisation, une sorte de cerveau central, le data center de Yamoussoukro. Le ministre Moussa Sanogo procède ici à la pose de la première pierre. Prenant la parole, il relève les atouts du projet. Le data center mutualisé de secours, mesdames et messieurs, est un dispositif technologique qui vise à garantir la haute disponibilité des données et la continuité des services en cas de sinistre dans l'une des structures sous la tutelle du ministère. Le data center du ministère du Budget et du Portefeuille de l'État va coûter environ 2 milliards de francs CFA. Il sera opérationnel avant la fin de l'année 2020. Le tour de l'actualité nous emmène aussi au nord du pays. 13e journée mondiale de la femme rurale célébrée à Korogo. Les femmes du Poro, du Tchologo, de la Bagoué réunies autour de la question de la sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid. La secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme exhorte à continuer de travailler afin d'apporter leur contribution au développement du pays. Salima Toudia. Elles sont venues des régions de la Bagoué, du Tchologo et bien sûr du Poro pour prendre part à cette 13e journée mondiale de la femme rurale. Dans l'enceinte du stade de Korogo, ces femmes rurales sont venues démontrer toute leur importance dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de l'aide pour pouvoir relever ce défi. Nous voulons que le nord de la Côte d'Ivoire soit le grenier de la Côte d'Ivoire pour faire vivre la population. Être le grenier de la Côte d'Ivoire, entre autres objectifs, une volonté bien perçue par le directeur général de la Sodexam, partenaire de cette journée. Les femmes rurales sont au cœur de notre stratégie qui consiste à diversifier notre offre de produits et à rapprocher donc les produits de la Sodexam des clients que sont les usagers, les agriculteurs, le BTP et tous les autres secteurs d'activité. Notre aide consiste essentiellement vraiment à la mise à disposition d'informations stratégiques pour améliorer la production et améliorer la prise de décision. Miss Belmondogo, secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes, n'est pas venue les mains vides. Pour cette journée, ce sont des tricycles, des motoculteurs, des brouettes et plusieurs autres matériels agricoles d'une valeur de 50 millions de francs CFA qui ont été distribués. Après avoir salué les actions de la première dame Dominique Ouattara et celles du gouvernement en faveur des femmes, elle a exhorté les femmes rurales à continuer d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Notre maman à tous, la première dame Dominique Ouattara, a contribué de façon significative à faire reculer la pauvreté dans le rang des femmes, à restituer la dignité, à essuyer les larmes de nos sœurs et de nos mamans. À ce jour, elles sont plus de 200 000 femmes qui ont vu leur quotidien s'améliorer significativement. Les preuves sont là. Je voudrais lui exprimer mon admiration, ainsi que toute la gratitude des femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique Ouattara, merci. Fana, merci pour vos sœurs, merci pour vos filles, merci pour cet engagement qui a fini par devenir un sacerdoce. Braves femmes du monde rural, c'est aussi pour moi l'occasion de vous encourager, de vous exhorter à explorer de nouvelles pistes dans la perspective de la période post-Covid
à vous engager sur la voie de la transformation, car aussi marginale soit-elle, la transformation apporte de la valeur ajoutée à votre activité et accroît vos revenus. Cette journée, célébrée autour du thème Femmes rurales et sécurité alimentaire dans le contexte post-Covid-19, était aussi l'occasion de rendre un hommage appuyé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'ailleurs, pour cette édition, l'innovation de taille a été l'instauration du prix Amadou Gon Coulibaly de la meilleure coopérative féminine innovatrice. La Covid-19 a impacté les activités de ces femmes du Nord, mais pas seulement, puisque tous les secteurs sont touchés par la crise sanitaire. Je m'en vais justement vous faire voir ce document. À Grand Laou, la pêche a aussi pris un coup. Des femmes dans le milieu qui pêchent, qui vendent, sont confrontées à plusieurs difficultés. Elles sont dans l'espoir d'une reprise rapide des activités. Régis Kofi s'est rendu dans la région des Grands Ponts. Voici son dossier. L'océan baigne le gros village qui, sous la colonisation, servait de référence. Des pans de lagunes viennent agrémenter le décor. Voici Grand Laou. Ici, on se nourrit de pêche et prioritairement d'atiéké. C'est dans ce coin des terres de la Côte d'Ivoire que s'activent les femmes, les avikam. Nous sommes dans la sous-préfecture des Bounous, à 75 km de la commune de Grand Laou. Après avoir assuré les tâches quotidiennes de la maison, Delphine Ezouaou est prête à se jeter à l'eau. Avec ses filles, la responsable des femmes pêcheurs alerte ses consoeurs avant le grand saut. Elle crie, elle dit descendez au bord, descendez au bord, descendez au bord. Et puis quand elle descend au bord, elles se mettent en groupe de 3-4 personnes dans une pirogue. Et puis voici qu'elles se dirigent vers les mangroves, aux endroits où il y a beaucoup de mangroves. Et c'est comme ça qu'elles font leur pêche. Quand on descend dans l'eau, on mélange l'eau avec la boue. Quand si ça est devenu noir, aveuglé, maintenant on ne voit pas et puis on commence à appuyer. Et puis on attrape dans la vente. On fait 5 à 200, 5 à 500, des fois il y a pour 1000 francs. L'activité a connu un coup d'arrêt dû au coronavirus. Les mesures sanitaires et sécuritaires ont fortement impacté les économies. Depuis qu'on est venu, vraiment, c'est un peu difficile chez nous. On ne sait même pas ce qu'on fait, ça l'attiqué, nous on vend. Attiqué, puis la pêche, puis le poisson, tout est bloqué, on ne sait même pas comment faire pour se nourrir. En tout cas, on a beaucoup sur la maladie qui est venue en Afrique. Puis on a repris à savoir un peu. Moi, par exemple, parce que j'ai eu beaucoup de pépés, pour faire 10 000 par jour. Si j'ai pour faire 10 000 par jour, je fais mon marché 2 000. Les 8 000 francs, je garde aussi et prends un peu mes pépés trucs. Aujourd'hui, c'est la reprise. Une reprise assez timide dans le secteur de la pêche à Grand Laou, notamment chez les marailleuses des Bounous. On mesure en cuvette. Si ça ne marche pas là, il y a des fois on vend ça à 4 000, il y a des fois, logique ça, grâce à Dieu ça va, on vend ça à 6 000 ou bien 7 000. Quand maladie on dit, on veut, les gens d'Abidjan ne viennent pas. Il n'y a pas de client, on est là comme ça. Si Dieu fait qu'il touche les clients la tête et puis il vient, on partage un, tu gagnes aussi puis tu prends pour faire des dépenses. Deux types de pêche sont pratiqués dans la localité de Grand Laou. La pêche artisanale et la pêche industrielle. Avec 1000 tonnes de poissons par an. Depuis la pandémie, le secteur tourne au ralenti. La pêche est due à des marées. Pendant qu'on était en confinement, il y a des marées qui sont passées. On n'a pas pu aller à la pêche. Il y a beaucoup de pertes. N'oubliez pas que la pêche, la pirogue a pratiquement la même valeur qu'une voiture. Il faut avoir des millions, 15 à 20 millions pour pouvoir faire un arsenal de pêche. Mais si vous prenez là, et puis l'engagement que vous avez pris avec celui qui vous a financé, je te donne 2 mois. Mais il y a le problème qui arrive. Il fait quoi? Et nous avons perdu nos clients aussi qui viennent pour acheter qui ne venaient plus. C'est maintenant qu'il faut leur lancer l'appel pour venir, commencer à venir. À cela s'ajoute une pénurie de poissons dans les eaux de Grand Laou, ce qui fait grimper la valeur marchande déjà élevée à cause de la Covid. Le repos biologique, une solution en cours d'expérimentation. Nos frères d'Adiaké l'ont réussi. Et nous aussi, à Grand Laou, on est en train d'expérimenter. On donne 2 à 3 mois à un temps, à une portion d'eau où on ne pêche pas. Et puis, à ce temps-là, avec un arrêté préfectoral. Et puis après quoi, le préfet autorise encore d'aller faire la pêche. Et c'est des tonnes qu'on prend. C'est possible, mais c'est difficile à commencer. C'est dans cet univers rendu difficile par la crise sanitaire que les autorités ivoiriennes et marocaines ont installé un point de débarquement aménagé à Laouk-Manda. Ce port-là permettra effectivement de pouvoir centraliser toutes les productions. Et mieux, c'est un projet intégré, puisqu'il y a, disons pour les femmes, un volet de fumage de poissons.
Et pour l'instant, il y a une coopérative qui le fait assez bien. Mais à terme, c'est pour que toutes les coopératives puissent faire du fumage de poissons dans ce point aménagé. Des poissons en provenance de Grand Laou se retrouvent sur des marchés à Abidjan, notamment à Adjamé Forum. Ici également, le coronavirus a impacté négativement les commerces. Avant, on gagnait même. Quand ça vient, c'est moins cher, on gagnait. Présentement, là, on ne gagne rien. Non, très difficile. Ce qu'on prenait à 10 000, les gens faisaient ça à 6 000, 30 000. Ça dépend des prix, quoi. Donc, quand tu vois aujourd'hui, si tu as eu bon prix, tu prends. Mais si tu as eu plus cher, tu prends. Il n'y a pas de poisson. À cause du corona, le poisson est cher. Vous voyez ce poisson-là, hein? Le carton coûtait 12 000. Maintenant, c'est à 35 000. Il y a combien qui est tombé dessus? Conséquence, les prix ont connu une augmentation que décrient certains clients. C'est cher. Les vendeurs se plaignent parce que tout est fermé. Hein, les bateaux ne viennent pas. Donc, eux aussi, ils augmentent les prix pour pouvoir rentrer dans leur fonds. Et c'est nous qui encaissons parce qu'on est obligés. Moi, je suis au régime sans viande. Donc, je suis obligé de manger le poisson. Les Laotiens, déjà affectés par la diminution drastique des produits de la mer, subissent avec gravité les conséquences du coronavirus. L'aide gouvernementale annoncée dans le secteur halieutique et animal sera une dose de soulagement dans l'océan qui continue de fouetter le village balnéaire. Pour l'heure, on se confie à Dieu pour faire revenir les jours heureux. Le dossier de ce journal avec Régis Kofi, les femmes pêcheurs de Grand Laou à l'épreuve de la Covid-19. Vivement donc la fin de la crise sanitaire dans le pays. Il faut justement pour ce faire continuer de respecter les mesures de lutte. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 941 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 29 guéris et pas de décès. À la date du 13 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 183 cas confirmés, dont 19 860 personnes guéries, 120 décès et 203 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 174 223. Les populations de Yakassé à Tobro soulagées. L'hôpital général a une nouvelle ambulance pour faciliter l'évacuation des malades. Le ministre de l'Environnement a remis l'engin à l'établissement sanitaire. Joseph Sekaseka a également procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé rural dans le village de Fiassé. Herman Yamien. C'est un soulagement total pour les populations du département de Yakassé à Tobro. L'hôpital général de la commune vient d'être doté d'une ambulance flambant neuve. Dont du ministère de la Santé, cette ambulance vient renforcer la seule dont disposait cet établissement sanitaire, régulièrement en panne à cause du poids de l'âge. L'amélioration des services de santé et de l'offre de soins demeure une des priorités du gouvernement ivoirien qui est pleinement conscient du rôle prépondérant que joue la santé dans la prospérité et l'épanouissement des populations. Au nom de ces populations, vous réitérez nos remerciements et vous priez de transmettre à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique toute notre reconnaissance. En plus de l'ambulance, l'hôpital général a également bénéficié de matériel médical. Après la remise de l'ambulance à Fiassé, village de la commune de Yakassé à Tobro, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a procédé à la pose de la première pierre d'un centre de santé. Un don qu'il fait aux populations pour améliorer leur cadre de vie. Le développement est en marche et tout ceci grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui œuvre pour que la santé se rapproche des populations. Comme vous pouvez le savoir, un État qui doit se développer a besoin de personnes en bonne santé, de populations en bonne santé. Le centre de santé rural qui sera construit comporte un dispensaire et une maternité, ainsi que 2 logements de 4 pièces chacun pour accueillir le personnel médical. Cette double cérémonie de remise d'ambulance et de pose de première pierre d'un centre de santé a eu lieu en marge de l'investiture de l'Association du personnel de la santé de Yakassé à Tobro. L'Office national de l'eau potable aura bientôt son siège dans la commune de Cocody. La première pierre de l'édifice posée ce matin par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba. La construction de ce cadre de travail s'inscrit dans un vaste projet en cours dont nous parle Michel Mambo. Juste 1 an
Et ce bâtiment de 3 niveaux, structure métallique moderne, érigé sur 1625 mètres carrés avec un laboratoire et toutes les commodités, sortira de terre. La construction de ce laboratoire moderne, le premier, je crois, de cette envergure dans la sous-région, permettra de garantir une qualité d'eau et donc permettra d'améliorer la santé de tous les Ivoiriens. Cet ouvrage vient confirmer la place de leader de la Côte d'Ivoire dans le traitement d'eau et dans l'analyse de l'eau. La construction du siège de l'ONEP, Office national de l'eau potable, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un vaste projet qui inclut l'alimentation en eau potable de plusieurs localités de Côte d'Ivoire, notamment Oumé, Diegonifla, Amonvi, Toumoudi et Angoda. La formation également du personnel et des travaux d'extension. Coût global, 170 milliards 530 millions de francs CFA. On donne de l'eau potable aux populations. Mais ce qui est important, il faut que l'eau qu'on donne soit garantie de potabilité. Donc pour cela, il faut un laboratoire de haut niveau. Grâce, n'est-ce pas, à la sollicitude du chef de l'État, qui a bien voulu accepter que ce projet-là soit adressé, nous avons la possibilité d'avoir ce siège et d'avoir ce laboratoire grâce à nos partenaires, le groupe CME. Prochaine étape, la construction de la station de traitement de Kimokro dans le centre du pays. L'objectif reste le même, l'eau potable pour tous en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, une délégation d'ambassadeurs échange avec le candidat Kouadio Konon-Bertin, une rencontre pour échanger sur sa vision du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Herman Guivet. De Plateau les Perles, quartier général du candidat Kouadio Konon-Bertin, une délégation d'ambassadeurs européens en Côte d'Ivoire marque son arrivée. Venu échanger avec le candidat Kouadio Konon-Bertin sur sa vision à 2 semaines de la présidentielle. On l'a vu ici pour connaître sa vision et aussi pour passer un message de paix parce que l'Union européenne, avec tous les États membres, s'inscrit dans la paix. Monsieur le député, il nous a décrit sa vision et il a mis l'accent surtout sur l'importance des dialogues. Et également passer un message de paix. C'est important dans les 2 semaines qui restent avant les élections le 31 octobre que tout le monde s'inscrit idéalement dans ces contextes-là. Kouadio Konon-Bertin s'est réjoui de cette visite. Nous sommes dans un rapport, n'est-ce pas, d'échange avec l'Union européenne et il se préoccupe constamment de la situation de la Côte d'Ivoire. Là encore, ils sont là pour nous aider à rechercher à privilégier le dialogue pour que notre pays reste ou s'inscrive à nouveau dans la stabilité. Y a-t-il eu dans ce pays, après la mort d'Oufoué, une élection qui a réuni toutes les conditions avant qu'on y aille? Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour qu'on nous conduise vers des sentiers que je ne veux pas qualifier ici. Je préconise le dialogue. Ils ne viennent que pour nous aider, pour nous accompagner. Le reste, le plus important, dépend de nous, Ivoiriens. Je salue leur démarche. Nous les exhortons à persévérer, à nous parler. Au bout de tout ça, il peut y avoir la récompense. Je pense qu'encore 3 semaines, c'est encore possible d'aller au dialogue. D'autres délégations d'ambassadeurs sont annoncées chez le candidat Kouadio Konon-Bertin les jours à venir. Ce dimanche à Korogo, la jeunesse du district des Savanes a rendu hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les jeunes ont salué toutes ses actions en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Une initiative des responsables de la jeunesse du Poro. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce meeting. On le voit avec Amy Sissoko. La jeunesse du Poro et les associations de jeunesse du district des Savanes rendent hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Celui qu'elle appelait affectueusement le lion était pour elle un modèle. Notre papa est parti, mais il nous a laissé un héritage, à savoir les valeurs qui l'ont caractérisé, parmi lesquelles nous citerons pêle-mêle la loyauté, la dignité, l'amour pour le travail bien fait, la fidélité et le don de soi au service des autres. Des témoignages poignants sur la vie de l'illustre disparu. Les ministres du budget, de l'enseignement supérieur, de la promotion de la jeunesse, du tourisme et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, tous reconnaissent les qualités de l'éminent fils du Poro, décédé le 8 juillet dernier.
Il m'a pris comme son fils. Il m'a façonné. Il m'a appris à travailler. J'ai eu l'honneur de le côtoyer au plus près. Pour honorer la mémoire de celui qui avait été choisi pour représenter le RHDP à la présidentielle, tous ici se sont engagés à faire élire le candidat du parti, Alassane Ouattara, dès le premier tour. Femmes, jeunes, hommes, que nous sortions tous comme un seul homme pour aller voter. Premier tour, KO. Des témoignages, des moments d'émotion et différentes prestations artistiques ont marqué l'hommage à Amadou Gon Coulibaly. Avec Mamadou Kouassi, on se rend dans l'Est. Le RHDP enregistre de nouveaux militants. 300 ex-militants du FPI adhèrent au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ces nouveaux militants disent venir renforcer les rangs du RHDP pour assurer la victoire au candidat Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas au bord du gouffre, comme le penseraient d'autres. C'est pourquoi nous voudrions nous désolidariser des mouvements présentement engagés, tendance à faire croire que notre pays est à genoux. Et nous sommes venus d'ailleurs vous apporter notre soutien à vous et à la candidature de son Excellence Alassane Ouattara. Une démarche saluée par le coordonnateur régional associé, Dapier, qui invite ces nouveaux militants à investir déjà le terrain. Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani, coordonnateur régional du RHDP du Gontogo, félicite ces anciens militants du FPI. Vous avez fait le constat que quand Alassane Ouattara envoie l'électricité dans un village, les poteaux ne sont pas posés dans les cours des militants du RHDP. Les poteaux profitent à tous. Quand on envoie de l'eau, c'est pour tout le monde. Cela veut dire qu'avec le RHDP, il n'y a pas de tri. Ces 300 nouveaux militants ont été confiés à des responsables locaux du RHDP pour leur encadrement. On voit aussi l'actualité politique dans le centre du pays. Les jeunes de la région de Gbeke apportent leur soutien au président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. Les responsables des jeunes se sont engagés à jouer leur partition. Le ministre Amadou Koné les a mis en mission de mobilisation. Soro Corona. À travers cette mobilisation, les jeunes ont voulu témoigner leur gratitude au président Alassane Ouattara pour tous les programmes initiés à leur endroit. Les jeunes de la région de Gbeke 1 apportent leur soutien indéfectible à son Excellence Alassane Ouattara et s'engagent à faire de lui le premier président de la Troisième République en le votant massivement le 31 octobre 2020. Les différents intervenants sont revenus sur toutes les réalisations faites pour le développement de Bouaké. Pour les responsables de la jeunesse, Alassane Ouattara reste le seul capable à continuer de hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays développé et stable. Le ministre Amadou Koné a invité les jeunes à concrétiser cet engagement par un vote massif du candidat du RHDP le 31 octobre 2020. L'élection qui arrive, c'est la campagne des jeunes et vous devez vous mobiliser aux côtés de nos mamans, aux côtés de nos sœurs, pour rentrer dans tous les quartiers. Alassane Ouattara a décidé de faire son tout premier meeting à Bouaké. Vendredi prochain, il faudra venir massivement. Pour une victoire écrasante du RHDP dans la région du Gbeke, les jeunes ont adopté la stratégie du porte-à-porte, une stratégie pour mieux vendre le candidat du RHDP. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle 2020, les coordinations régionales mobilisent sur le terrain. Vous allez le voir dans cet élément d'Alexis Ouedraogo. Voici le point à Port-Boué, dans la Bagoué, le Bafing, le Béret et le Grand Ouest. Avec le président Alassane Ouattara, quand on dit, on fait. Quand on ne peut pas faire, on ne dit pas. Abdourahmane Sissé s'est félicité des investissements réalisés sous le président Ouattara en matière d'infrastructures routières, éducation et électrification et qui impactent positivement la vie des populations ivoiriennes et particulièrement celle de Port-Boué. On ne fait pas de la politique pour soi-même. On fait de la politique pour pouvoir développer le pays. On fait de la politique pour pouvoir aider nos parents. Et le président Alassane Ouattara, il n'est pas dans les longs discours. Depuis 9 ans, le pays est en train de changer. Abdourahmane Sissé a offert des kits scolaires aux femmes du Grand Marché de Port-Boué et aux femmes de Vridi 3, Zimbabwe. À la cité du port de Vridi Canal, il a participé à l'installation de la section du RHDP des femmes. Celles-ci ont promis faire triompher le président Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. Élus, cadres,
Militant du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en mission pour faire gagner le parti. Nous avons pris l'engagement de réunir nos lieutenants pour leur donner une feuille de route qui les met en mission. Il s'agit de se mettre totalement à la disposition du RHDP et de participer vraiment en donnant le meilleur de nous-mêmes à cette campagne. Ces militants vont parcourir villes et hameaux du pays dès le lendemain de la remise de leur feuille de route. Pendant 10 jours, les responsables de campagne de la région du Bafing vont sillonner les villages, campements, hameaux et quartiers pour solliciter le maximum de voix. Le directeur régional de campagne entend baser sa stratégie sur une campagne de proximité dans le porte-à-porte. Pour la réussite de cette mission, les départements de Touba, de Waninou et de Koro ont été équipés en moyens de mobilité. Ainsi, 10 véhicules de type 4x4 flambant neuf et plusieurs motos ont été mis à la disposition des responsables de ces 3 départements. Outre les moyens matériels, des moyens en numéraire ont été alloués au secrétariat permanent et au comité d'organisation de disposer d'appuis conséquents pour les équipes de campagne sur le terrain. Dans seulement quelques jours, ce sera l'ouverture officielle de la campagne pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Les cadres de la Bagoué l'ont bien compris en organisant cette rencontre. L'objectif de cette rencontre, c'était justement de présenter cette candidature, expliquer cette candidature, montrer pourquoi c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui de suivre le président Alassane Ouattara. Croquant l'actualité politique du moment, le directeur régional de campagne, Bruno Nabagné-Koné, a invité l'opposition à faire preuve de responsabilité et mettre l'intérêt national au-dessus des intérêts personnels. Il s'est par ailleurs félicité de la nomination de la ministre Kandia, fille de la région, en qualité de directrice nationale de campagne. À partir du 15 octobre, début de la campagne, plusieurs meetings sont prévus dans 11 cantons et 14 sous-préfectures de la région. Le coordonnateur régional RHDP du Béré poursuit son périple. Après Bouandougou, cap sur la ville de Makono. C'était l'occasion pour nous d'expliquer aux populations l'essentiel des messages du gouvernement sur le déroulé des élections. L'autre étape de la tournée, Diara Village, localité de plus de 20 000 habitants qui dispose désormais d'un collège de proximité réalisé par l'État ivoirien à hauteur de 800 millions de francs CFA. Moussa Dosso a procédé à l'ouverture officielle de cet établissement secondaire. Pour le maintien de la flamme de la paix dans le département, le messager du RHDP a présidé la rencontre de finale de tournoi de football, un match de football qui a du reste permis les retrouvailles de tous les jeunes du département en vue du raffermissement de leurs liens fraternels et d'amitié. Aux 183 chefs traditionnels du département de Béoumi, la raison de la visite de la délégation du directeur de cabinet du Premier ministre Ahmed Bakayoko se décline en un point unique, record de participation au scrutin du 31 octobre 2020. Le président a beau travailler pour toute la Côte d'Ivoire, si on ne détaille pas ce qu'il a fait pour notre région, nos parents peuvent ne pas se sentir directement concernés. Rappelez-vous, le pont qui a été construit en réponse à la question de la crise de l'eau potable, le grand projet qui est en cours et qui va desservir toute la région du centre. Au niveau de l'électricité, l'école, la santé, beaucoup a été fait. Ce tête-à-tête, directeur régional associé de campagne du candidat du RHDP, chef coutumier de Béoumi, constitue la deuxième étape après Sakassou de la tournée d'Emmanuel Kofi Yaoutou pour prendre contact avec la chefferie traditionnelle de la région de Gbeke. Toujours dans l'actualité politique, une plateforme voit le jour. Elle veut promouvoir les actions de développement et de paix du président de la République. Agir pour garder le cap s'engage aux côtés du candidat du RHDP, Walter Amadou Ouattara. Cette plateforme servira de relais pour l'information relative aux activités du RHDP. C'est un canal de contribution sur Internet à la victoire dès le premier tour du candidat Alassane Ouattara. On agit pour garder le cap sur les réseaux sociaux en faisant la promotion des actions, des réalisations du président de la République. Sur le terrain, nous allons faire de la sensibilisation. Nous allons amener les Ivoiriens, les électeurs à aller voter au soir du 31 octobre pour le président Alassane Ouattara
deuxième grand bâtisseur de la nation ivoirienne. Les différents responsables du RHDP invités à la cérémonie de présentation de cette plateforme apprécient l'initiative. Prendre comme instrument de communication les supports sur lesquels seront déclinés le bilan du président. Pour dire, voilà ce qui avait été promis et ce qui a été réalisé, c'est le bilan, c'est palpable, c'est visible, c'est là. Et voilà ce que Alassane Ouattara compte faire de nouveau ou compte poursuivre pour que, in fine, nous atteignions l'émergence. Agir pour garder le cap AGC a été créé en la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La coordination régionale RHDP du Sud Comoé reçoit du matériel pour la campagne présidentielle. Ibrahim Magassa, un cadre du parti, met à la disposition un ensemble de matériel de communication et de sonorisation d'une valeur de 100 millions de francs CFA, un soutien qu'on voit avec Mamadou Kwasi. La remise de ce matériel est également le cadre choisi pour faire la revue des troupes des 301 sections du département de Grand Bassam. Le départemental a invité les militants à rester mobilisés et déterminés à assurer la victoire dès le premier tour. Message soutenu par les représentants des structures spécialisées qui rassurent la direction du parti de leur détermination à réaliser le meilleur score. Parce que toute la politique du président de la République, c'est la jeunesse qui est mise en avant. Donc il faut que la jeunesse arrive à occuper rationnellement le terrain. Il faut rappeler que le donateur Ibrahim Magassa n'est pas son premier acte de soutien au RHDP. Nombreuses sont les actions sociales menées régulièrement par cet opérateur économique au profit des populations et des militants du RHDP du Sud-Kivu. En religion, la communauté chrétienne protestante évangélique prie pour la paix en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la fête du tabernacle en terre ivoirienne pour les pays d'Afrique francophone. Eugène Toubé, Jean-Marc Djadji. Palais de la culture de Trècheville. Louange, adoration, prière. Nous sommes à la fête de tabernacle, fête juive, célébrée annuellement en Israël. En raison du contexte sanitaire lié à la crise de la Covid-19, ils sont venus de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Congo, du Gabon, du Niger, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, du Togo et du Burkina Faso. Les chrétiens protestants évangéliques ont fait des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et en Israël. Ce choix de la Côte d'Ivoire est une initiative de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, une organisation juive soutenue par la Direction générale des cultes. Les autorités israéliennes ont reconnu à la Côte d'Ivoire un pays de foi, un pays déterminé, donc ont décidé que cette célébration se tienne à Abidjan pour toute l'Afrique francophone. Une célébration qui intervient dans un environnement sociopolitique sensible. Représentant le Premier ministre, l'ambassadeur Claude Sailly s'est félicité de l'action menée par les leaders des églises protestantes évangéliques. Il les a ensuite exhortés à prier pour la paix et pour des élections apaisées. Il est très important que l'on se confie à Dieu et que l'on confie les nations à Dieu. Et vous voyez l'ensemble des prières qui sont faites, ces prières-là vont toutes dans le sens d'un apaisement des cœurs. Et je pense que AICD, en organisant la fête de tabernacle pour la première fois en Côte d'Ivoire, dû à la situation sanitaire que nous connaissons, a bien fait. Selon le directeur exécutif national de l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, la Côte d'Ivoire est la deuxième nation au monde, derrière le Brésil, à fournir plus de pèlerins en Israël pour la fête de tabernacle. En terminant sport football pour leur deuxième match amical, les éléphants concèdent une défaite 1-0 face au Japon. L'unique but de Ueda Naomichi a suffi au bonheur des samouraïs bleus. Suivons le résumé avec Arsène Kwasi. 5 jours après avoir tenu en échec la Belgique, numéro 1 mondial au classement FIFA, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient à l'épreuve du Japon. La première mi-temps a été indécise avec très peu d'occasions de but. C'est en seconde période que les intentions sont bien meilleures à l'image de la frappe de Gervinho, mais rien d'inquiétant pour le portier nippon. Dans la dynamique, Franck Kessié est tout proche d'ouvrir la marque, mais sa frappe passe au-dessus du cadre. Menacé, la réaction des samouraïs bleus ne se fait pas attendre. Juste avant l'heure de jeu, place au droit de réponse d'un certain Daichi Kamada, mais Sylvain Gboro a le réflexe qu'il faut. Dans la foulée, Takumi frappe et force à Sylvain Gboro à un autre arrêt décisif. Constamment sollicité, Sylvain finit par concéder un but dans le temps additionnel sur un coup franc converti par Ueda Naomichi. 1-0 score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'inclinent face au Japon.
Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan. Ce soir, le sage nous fait remarquer que c'est lorsqu'on rentre du champ que la daba du paresseux est tranchante. Dieu voulant, on se retrouve demain.